Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux. J'espère que on finira par se réunir un jour ou l'autre, même si le contexte n'est pas encore très très favorable. Bon, merci beaucoup à Alexis et Léa d'intervenir ce matin dans ce séminaire, troisième séminaire du projet Interfère. Donc, qui, je rappelle, est un projet orienté sur les voies de l'intégration de considérations d'éthique ou de fairness dans les décisions algorithmiques, soit par disons, régulation interne à l'industrie de l'IA, par des chartes d'engagement éthique, soit par des designs, fair design, soit encore par les dispositions juridiques. Voilà, ça c'est le cadre général, je vous le rappelle très brièvement. Donc, je vous laisse la liberté de parler en français ou en anglais. Donc, sachant que Doha ou Younes a quelques notions de français, mais je ne sais pas si elle est très confortable en français. Donc, je vous laisse la. Non, ça va comme on peut faire. OK, thank you. Merci. Donc, deux interventions ce matin. Donc, Alexis, dans un premier temps, va suivre le programme, enfin l'ordre du programme. Alexis, qui, si je me souviens bien, va tenter de faire des clarifications sur la décision, les processus de décision, dès la décision, en lien bien sûr avec la question des algorithmes. Puis Léa Deloris, merci encore Léa d'être parmi nous. Donc Léa travaille à BNP Paribas, donc elle est dans un milieu professionnel où elle travaille sur les questions d'explication dans une approche, disons, utilisateur. Vous préciserez bien sûr, Léa, hein, Tout à fait. Mais c'est ça. sur une orientation visant à faire des profils, à élaborer des profils et des tâches d'explication dans la banque, dans le secteur bancaire. Voilà, je vais donner tout de suite la parole à Alexis. Donc, Alexis, 45 minutes maximum, qu'on ait du temps pour la discussion. Donc, entre 30 et 45 minutes, je te ferai signe à 40 minutes. Oui. Ben, Voilà. J'espère d'être plus rapide que ça. Hein. Ouais, ben, très bien. J'espère de ne pas être bavard. Alors, je vais voir comment faire pour partager. Pour partager. À côté de quitter, tu as. Oui, je sais, mais il faut. Il ne peut pas interfère. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez? C'est bon. Ok, très bien. Ok. Alors, la présentation que je vais faire, c'est en réalité pour une bonne partie, c'est juste pour partager un certain nombre de définitions et des concepts que nous utilisons un peu dans différents contextes et qu'il faut probablement mieux préciser pour discuter de cette thématique-là. Alors, donc je vais parler essentiellement de trois concepts. Qu'est-ce que c'est une décision? Qu'est-ce que c'est un processus de décision? Et qu'est-ce que c'est un processus d'aide à la décision? Et voir qu'est-ce qu'elle a à faire tout ça avec les algorithmes. Non? Alors, donc, si on commence avec le concept de décision, non? Il y a disons, une vision du concept de décision, disons, plutôt mathématique. Eh bien, une décision du point de vue mathématique, c'est prendre un ensemble quelconque qui contient n'importe quoi. Vous savez qu'un ensemble n'est pas défini. Et sur cet ensemble, on fait une partition. Une partition, ça veut dire de le composer dans des classes, qu'on appelle classes d'équivalence. Et ces classes d'équivalence, ce morceau sur lequel nous avons partitionné l'ensemble, ils peuvent être ordonnés ou non, ou ils peuvent être construits par rapport à des normes externes ou non. Alors, je donne un exemple.
si vous prenez un ensemble d'étudiants et vous les classez du premier au dernier, ça c'est des classes, non, qui sont ordonnées. Par contre, si vous prenez des malades et que vous les partitionnez dans différents départements de l'hôpital, ben, les départements ils ne sont pas ordonnés entre eux. C'est une décision, mais les classes ne sont pas ordonnées. Et les normes, ben, si vous, par exemple, vous donnez des étoiles des étoiles Michelin à des restaurants, ben, il y a un référentiel par lequel vous prenez la décision qu'il y a un restaurant à une étoile Michelin. Par contre, si vous dites qu'un restaurant est meilleur qu'un autre, probablement il n'y en a pas un référentiel, les restaurants sont comparés entre eux. Et là, c'est une décision relative, donc il n'y a pas une norme de définition externe. Alors, ça fait que si vous combinez ces deux différentes manières de faire une partition, ben, ce que vous obtenez, c'est les 4 archétypes, disons, de problèmes de décision, qu'on va l'appeler ranking, sont les problèmes dans lesquels les classes sont ordonnées, mais qui ne sont pas définies par rapport à un référentiel. Rating, sont ordonnées, mais qui sont définies par rapport à un référentiel. Clustering, quand ne sont pas ordonnés et ne sont pas définis par rapport à un référentiel. Et assignment, quand ils ne sont pas ordonnés, ben, il y a un référentiel. Alors, ça, c'est une définition plutôt mathématique de qu'est-ce que c'est une décision. Vous voyez, on fait abstraction totalement de en quoi on décide, non? Et pourquoi on fait cette opération-là. C'est une opération purement mathématique. Alors, du point de vue économique, parce que c'est une autre discipline qui s'est posée la question de la décision, mais une décision, c'est une allocation irréversible des ressources. Vous avez des ressources, non, qui peuvent servir à plein de choses. Vous avez des actions et des activités qui peuvent plus ou moins poursuivre des objectifs. Eh bien, vous faites une allocation de ressources à ces actions. Désolé. Donc, vous voyez, dans un contexte économique, on imagine qu'il y a une raison spécifique pour laquelle on prend une décision. Essentiellement, c'est pour atteindre certains objectifs. Plus en général, hein, le concept de décision, vous pouvez le voir comme une délibération d'une entité. Ça peut être un individu, ou ça peut être une décision collégiale, non? Ben, ce qui est important est qu'à la notion de décision, on associe la notion de responsabilité. Et, ça je ne sais pas comment le traduire en français, le concept de liability. Donc, c'est la personne qui va payer en réalité les conséquences de la décision, au cas où il y a quelque chose qui ça ne va pas, en cas de contestation, etc. Non? Donc, c'est une définition, je me permets de le dire devant Olivia, qui est une juriste, c'est une décision un peu plus juridique, non? Mais qui associe à l'idée de décision l'idée de conséquences et de responsabilité d'une décision. Or, du point de vue informatique, hein, non? Eh bien, la décision, c'est le résultat, en réalité, dans la plupart des cas, c'est un résultat binaire d'un algorithme. Non? Donc, c'est un oui, non. Non? On pose une question, est-ce que, non? Et l'algorithme répond oui, non. Non? Alors, ça, c'est une décision du point de vue informatique, dans l'idée, disons, de base. Ben, il faut comprendre qu'en réalité, un algorithme, c'est un concept qui est plus ancien de l'informatique. Dans le sens qu'un algorithme, c'est une séquence d'opérations, non, qui prend un système qui se trouve dans un certain état, non, et qui l'amène dans un autre état. Non. Alors, je rappelle, vous avez un système est
décrit par, disons, de variables, par quelque chose qui dit comment, dans quel état il se trouve, et vous voulez le prendre de l'état où il se trouve, et vous vous posez l'objectif de le mettre dans un nouveau état, donc de changer en variable. Et donc, vous pouvez demander à l'algorithme, est-ce que la variable a changé? Oui, non. Et donc, vous avez un processus, un algorithme qui conduit le système de son état à un autre. Alors, on va ajouter encore un peu de termes. Alors, un logiciel, non? Parce que je répète, les algorithmes, c'est quelque chose qui existe indépendamment de l'informatique, non? Alors, un logiciel, c'est quoi? Ben, c'est un algorithme qui implémente des algorithmes de manière à être exécutés par des machines spéciales, non? Qui sont les ordinateurs. Non? Donc, un logiciel, c'est un algorithme dont le but est de traduire un autre algorithme qu'on peut concevoir indépendamment de l'existence d'une machine dans quelque chose qui est exécutable sur une machine. Non? Alors, quelles sont les données? Les données, c'est des observations empiriques qu'on code de manière appropriée sur la base d'un standard. Non? Donc, vous tournez autour de vous, vous voyez, vous faites des observations empiriques, et ces observations empiriques, vous voulez les stocker, vous voulez les garder, vous voulez les réutiliser, mais vous les transformez en données. Non? Et il y a des standards par lesquels on fait cette opération-là. Alors, le processus dans lequel les données sont collectées, sont codées, sont enregistrées, sont transférées, sont manipulées, etc., etc., mais tout ça s'appelle data pipeline. Je ne sais pas comment traduire pipeline en français, un tuyau. En tout cas, c'est tout le processus dans lequel on élabore les données. Maintenant, il y a un concept qui est un peu différent, qui est celui de l'information, parce qu'au moment où, à une certaine donnée, on lui associe une signifiance, non? On la transforme à une information. Qu'est-ce que ça veut dire lui donner une signifiance? C'est le fait que quelqu'un va utiliser cette donnée-là pour décider quelque chose. Non? Donc, le fait que vous observez que Thierry fait 1,90 m ou 1,70 m, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la taille de Thierry, non? Ça, c'est une observation empirique que vous pouvez coder, non? Dans une base de données dans laquelle il y a la taille de Thierry. Maintenant, cette information-là devient importante au moment où vous voulez faire un cadeau, un costume à Thierry. Parce qu'ici, le costume, sur la base de la taille de Thierry, vous allez décider, non, si le costume que vous voulez lui acheter, il est bon ou mauvais. Non? Et c'est à ce moment-là que l'observation empirique et la donnée devient une information. Non? Alors, passons maintenant à un niveau supérieur. Non? Qu'est-ce que c'est un processus de décision? Parce que jusqu'à maintenant, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est une décision. Posons la question de qu'est-ce que c'est un processus de décision. Eh bien, un processus de décision, sont les activités qu'une entité, qu'on va appeler decision maker, donc celui qui prend la décision, non, conduit pour arriver à une décision comme nous l'avons défini tout à l'heure. Alors, en réalité, les processus de décision des entités, on va les appeler humaines, non, sont assez compliqués et essentiellement ne sont pas rationnels. Il y a des études en sciences cognitives, en psychologie, en économie, non, essentiellement les gens ne décident pas de manière rationnelle, en tout cas pas sur la base de ce que les modèles, disons, formels de rationalité diraient aux gens de faire en cas où ils doivent prendre une décision. Non? Et il y a un modèle qui est très connu, disons, entre les sciences cognitives
et l'informatique est le modèle de Simon, donc, qui décrit le processus de décision comme quelque chose qui commence avec, qui est en 3 étapes, dans intelligence, dans laquelle on essaye de comprendre et structurer le problème, design, dans laquelle on construit des alternatives, et choice, qui est le moment où on prend des décisions. Et Simon, c'était déjà dans les années 50, il avait introduit le concept de rationalité limitée pour décrire le fait que la manière par laquelle les agents humains prennent une décision ne correspond pas à l'idée de rationalité que nous avons du point de vue classique. Et alors, si on passe maintenant à se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour un algorithme de prendre une décision, non? Eh bien, il faut faire attention. Un algorithme, quand on le fait exécuter, non? Donc quand on lui fait faire les étapes, non? À travers, non? Ben, il décide. Et d'habitude, la manière par laquelle il décide, c'est une manière très rationnelle, parce qu'il le fait sur la base d'une fonction qui lui optimise. Non? Donc, il y a des paramètres, on fait de manière que ce que l'algorithme doit exécuter soit décrit de manière à avoir un ou plusieurs paramètres que nous allons optimiser à l'aide d'une fonction, non? Et d'habitude, non, cette optimisation a à faire d'abord avec les ressources nécessaires pour faire le calcul. Et deuxièmement, on le fait sur la base du fait que le résultat que nous voulons obtenir, pour être bien défini et unique, on le voit comme le résultat d'un processus d'optimisation. Donc, en réalité, la plupart des algorithmes, indépendamment du fait qu'ils tournent sur une machine qui est un ordinateur, sont des algorithmes qui optimisent quelque chose, de manière à savoir qu'est-ce qu'on cherche de manière très précise. Et d'habitude, quand on passe à une exécution sur un ordinateur, à son tour, il est optimisé parce qu'on essaye d'optimiser la consommation de ressources de calcul de l'ordinateur. Donc, vous voyez, l'idée, par contre, de la décision, entre guillemets, algorithmique, c'est une décision très structurée et très rationnelle, parce qu'elle est décrite de manière très précise par cette quête d'optimisation. Alors, maintenant, la question importante qu'il faut se poser, non, est la suivante. Est-ce que nous pouvons transférer à un algorithme la responsabilité d'une décision? Alors, il faut faire attention parce qu'on le fait déjà, dans le sens que les algorithmes, comme je disais, ben, ils décident, non, des choses probablement très bêtes, très banales, non, très, je veux dire, sont des choses triviales, ben, ils décident, non, et parfois ils prennent aussi des décisions assez importantes, parce que si vous prenez un système automatique de conduite, comme un avion ou comme un métro, non, ben, les algorithmes, ils décident ce que le métro va faire, ou l'avion, non. Donc, en réalité, vous ne devez pas imaginer qu'il n'y a pas d'algorithmes qui décident. Au contraire, il y en a plein autour de nous. La question qu'il faut toujours se poser, c'est à quelles conditions on transfère la responsabilité quand il y a une décision qui est prise par un algorithme. Non? Donc, chaque fois qu'on parle de décision algorithmique, il faut toujours penser qui va payer les dégâts. Dans le cas de l'industrie aéronautique, par exemple, il y a des accords sur qui paye au cas où un avion tombe au moment où il est conduit par un pilote automatique. Et ce n'est pas l'algorithme qui a la responsabilité. C'est assez complexe. Ben, il y a des accords qui établissent qui est-ce qui va payer les dégâts. Non? Et c'est à ce moment-là qu'on autorise
un algorithme de décider, parce que nous avons résolu le problème de la responsabilité. Alors, maintenant, on va passer à un autre concept, non? Parce qu'on va voir, qui est le processus d'aide à la décision. On ne parle pas de processus de décision, on ne parle pas du fait qu'il y a une entité qui décide, on parle de deux entités différentes, qui est celui ou celle qui demande une aide et quelqu'un qui lui apporte une aide. En anglais, on va utiliser le deux termes client and analyst, non? À travers lequel on essaie de fournir au client, non, des éléments pour que lui décide. Donc, le processus ne concerne pas la prise de décision, le processus concerne l'accompagnement de quelqu'un qui décide. Et on va lui fournir des éléments pour qu'il prenne une décision. Non? Alors, la caractéristique du processus d'aide à la décision, non, ce n'est pas la responsabilité, donc qui va payer, non, mais le fait de convaincre le client et le processus de décision dans lequel le client agit, que la recommandation faite a un sens. Alors, faisons un exemple très simple. Thierry veut acheter un costume et il demande à sa femme de l'aider à acheter le costume. Donc, Thierry, c'est le client, sa femme, c'est son analyste, non? Et lui, le costume, le veut acheter parce qu'il doit défendre sa thèse, non? Eh bien, la recommandation de sa femme, non? Il faut d'abord qu'elle soit convaincante pour elle, il faut qu'elle soit convaincante pour Thierry, mais il faut qu'elle soit aussi convaincante pour le contexte dans lequel la décision va être prise, qui est la cérémonie de la discussion de la thèse. OK? Donc, vous voyez, c'est un contexte qui est assez différent par rapport à ce que nous avons vu quand on parle de décision, parce qu'ici, il s'agit de construire, non, une convention. Non? Alors, c'est que nous avons, la manière par laquelle on va formaliser ça, c'est il faut respecter trois conditions. Une recommandation, non? Donc un processus d'aide à la décision. Pour être convaincante, il faut qu'il soit signifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les manipulations que nous faisons sur les données, sur l'information, doivent respecter des axiomes, des théorèmes, de propriétés, etc. Non? Donc, il y a un édifice théorique qu'il faut respecter pour faire cette opération-là. Il faut qu'elle soit utile, dans le sens que le client, il doit trouver que la recommandation, ça lui sert à quelque chose. Il faut savoir qu'il y a plein de recommandations signifiantes, mais qui sont complètement inutiles. Et il faut qu'elles soient légitimes pour le processus de décision. Donc, il y a plein de recommandations qui peuvent être utiles, mais qui ne sont pas légitimes. Non? Donc, il faut respecter les trois en même temps, de manière à pouvoir dire la recommandation, elle est convaincante. Non? Alors, la question maintenant est, qu'est-ce qu'il arrive si nous voulons substituer l'analyste, non? Donc la personne qui a fourni l'aide à la décision, avec un artefact autonome, donc avec une machine, disons. Non? Donc quelque chose qui va à laquelle Thierry, à la place de demander à sa femme quel costume acheter, ben, il va le demander à une machine. Non? Donc la question est à quelles conditions la recommandation qui va être fournie par une machine, donc par un algorithme qui va implémenter, etc., elle arrive à être convaincante. Eh bien, la manière par laquelle on peut traduire les trois conditions que je viens d'évoquer, non, c'est est-ce qu'on arriverait à défendre cette recommandation
en face à d'autres parties prenantes du processus, non, ou devant le juge. Je veux dire, si la décision, il peut être attaqué, non, et il peut même être attaqué en justice, est-ce que la recommandation qui a été utilisée pour prendre la décision peut être défendue, non? Alors, conclusion, non, parce que je ne veux pas, je vais dire que je ne serai pas bavard. Alors, les algorithmes peuvent décider, et actuellement décident. Dans le fait, il y a des algorithmes qui décident, non? Quand nous pouvons transférer la responsabilité à quelqu'un. Non? Donc, une fois que nous avons identifié ça, les algorithmes, ils prennent plein de décisions. Non? Alors, les algorithmes, ils peuvent aussi recommander. Donc, ils peuvent nous fournir, non, de recommandations. Attention, c'est différent. Ils ne sont pas en train de décider, mais ils sont en train de nous fournir des recommandations. Non? Mais à condition qu'elles sont convaincantes et qu'on peut défendre cette recommandation devant le juge. Non? Maintenant, il faut se rappeler que les algorithmes vont produire quelque chose sur la base de data pipeline, non, qui les alimente. Il y a une vieille définition en informatique, garbage in, garbage out. Si vous mettez de la poubelle dans un algorithme, il va vous fournir de la poubelle. Non? Donc, une bonne partie de ce que nous pouvons se poser la question, est-ce qu'il mérite d'être suivi? Non, c'est lié aux données avec lesquelles nous alimentons les algorithmes. Et deuxième, les algorithmes font ce qu'on le décide à faire. Non? Assez souvent, je me suis rendu compte qu'on dessine des algorithmes sans se poser vraiment la question de qu'est-ce que c'est l'étendue de ce que les algorithmes font. Non? Et ça, c'est quelque chose qui concerne ma discipline, qui est l'informatique, non? Parce qu'on devrait se poser la question en amont, non? Au niveau dans lequel on fait la conception, pas informatique, non? La conception de l'algorithme en tant que processus qui prend un système et qui l'amène dans un état et qui l'amène à un autre. Eh bien, avec ça, j'ai fini et je vous remercie pour la patience à m'avoir écouté. Merci beaucoup, Alexis, pour cet exposé très, très complet et très, très, très riche. Bien, donc tu avais annoncé que tu parlerais moins de 45 minutes. Donc, tu as respecté ton engagement. Bon, on a du temps pour discuter de la présentation d'Alexis Tsoukias. Ceux qui souhaitent intervenir lèvent la main. Alors, Raja Shetila. Oui, merci. Bonjour Alexis, comment vas-tu? Bien. J'ai une question. Merci beaucoup pour cet exposé parce qu'il met vraiment les choses à plat et clarifie énormément les concepts. Ma seule question, c'est le terme que tu n'as pas défini, c'est le terme juge. Comment tu définis le juge? Quelles sont les connaissances du juge pour lui permettre de juger? À partir donc de quoi? Est-ce que c'est un oracle qui sait tout? Ou est-ce qu'il a simplement une connaissance limitée qui lui permet finalement de fournir son jugement, puisque c'est lui finalement l'arbitre? Oui, en réalité, quand moi je parle de juge, je pense vraiment à un juge, à un tribunal. Non? Alors, j'explique d'où vient cette... non? Alors, ma femme est une psychologue et elle a travaillé pour longtemps dans un service qui s'occupe de mineurs. Non? Et donc, parfois, parmi leurs compétences,
il faut faire une recommandation. Est-ce qu'il faut éloigner un mineur de sa famille? Non? Pour N différentes raisons. Ou il y a d'autres décisions qui concernent les mineurs, qui sont les adoptions. Non? Alors, dans une discussion qu'ils avaient eue avec le tribunal de mineurs, non? Et chaque décision qui est prise par le juge, non, peut être attaquée, non, et peut être attaquée en appel. Non? Et donc, les bonnes recommandations pour les juges sont les recommandations que, un, il arrive à le convaincre au moment où il décide sur la sorte d'un mineur, mais surtout qui vont résister aux attaques qui va subir cette décision à l'appel. Parce qu'il y aura presque certainement un appel à la cour d'appel pour éviter, par exemple, l'éloignement d'un mineur de sa famille. Alors, quand moi je parle de juge, je parle vraiment de tribunal. Si on amène les conséquences d'une décision jusqu'au bout, non, il peut y avoir une partie prenante qui, pour quelque raison, veut attaquer la décision prise. Non? Donc, on peut se trouver devant ce qui est le standard disons, de résolution d'un conflit, non, qui est le tribunal. Eh bien, à quelles conditions une décision qui a été prise sur la base d'une recommandation, non, elle est défendable? Alors, si on descend dans des situations plus normales, on n'aura pas de juges, de vrais juges devant nous, non? Mais en tout cas, on aura des situations dans lesquelles une décision ou une suggestion de décision, elle sera débattue. Donc, elle sera attaquée. Il y aura des gens qui ne sont pas contents, non, qui trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Et donc, il sera débattu. Bien, dans n'importe quel contexte, eh bien, la demande est à quelles conditions cette suggestion, cette recommandation, elle va résister jusqu'à la fin de cette discussion. Et donc, elle va maintenir son pouvoir d'être convaincante jusqu'à la fin. Et donc, c'est un juge tout à fait humain et limité. Pour répondre à la demande précise de Raja. Merci. Très bien. Merci. Donc, on me demande la parole Olivia, ensuite Jamal et ensuite Dora. Olivia. Oui, merci pour Alexis pour cet exposé que j'ai trouvé très intéressant de voir comment il positionne la notion de décision qui, comme il l'a dit tout à l'heure, pour les juristes est centrale. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit avec Raja. Je pense que, par exemple, pour un juriste, on peut considérer que la notion de juge, au-delà des définitions, on a des définitions extrêmement larges de ce que peut être un juge, notamment on regarde la Cour européenne des droits de l'homme et tout, mais ça, c'est pas là-dessus que je vais rentrer, mais c'est finalement toute personne qui peut remettre en cause la décision prise sur la base de la recommandation. Et donc, ça peut être un supérieur hiérarchique qu'il faudra convaincre jusqu'au juge au sens classique du terme. Donc, on pourrait aller dans ce sens-là, qui est le sens qui est notamment retenu dans l'article 22 de l'article du RGPD, où lorsque l'on parle de personnes qui, lorsqu'on dit que on ne peut pas prendre de décision automatique exclusive. Qu'est-ce qu'on entend par exclusive? C'est-à-dire, justement, là, la question est de faire la différence entre l'aide à la recommandation et la décision, telle que Alexis l'a expliqué. Et donc, le critère, c'est que pour définir cette exclusivité, c'est que la personne qui intervient, c'est pas une personne qui met simplement son doigt sur le bouton pour dire je suis d'accord, mais qui est capable de remettre en cause la décision prise par la recommandation, enfin à partir de la recommandation, si j'ose dire. Donc voilà, c'était une suggestion que vos échanges m'ont inspiré. Très bien, merci. C'est intéressant comme
comme concept. Je vais l'intégrer à côté de la notion de juge. Merci Olivier. Il y avait Jamal qui devait parler. Ouais, mais Thierry parle, mais on n'entend pas. Non, mais on devine ce que tu vas dire, Oui, Thierry. oui, Jamal, excuse-moi, j'ai cru. Oui, Jamal. Ouais, bonjour tout le monde et désolé d'avoir raté la dernière session. Je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir à 3 h du matin chez moi. Donc c'est bien de filmer. Et j'ai vraiment beaucoup regretté de ne pas avoir été là parce que notamment les questions de Raja ou d'Olivia, enfin, je trouvais ça très très intéressant. Bon, bah du coup, Alexis, je vais te poser la même question que je te pose tout le temps en fait. Donc, où est-ce que tu mets les algorithmes à base d'apprentissage là-dedans, dans cette taxonomie? Qu'est-ce qui t'apporte de nouveau sur ce regard autour des sciences de la décision? Et notamment la définition que tu donnes des algorithmes et des processus de décision, enfin, bon, sans rentrer dans le jargon de l'apprentissage automatique, tout ce que l'on fait, c'est de concevoir des règles de décision de façon automatique et émerge des données. En fait, même en statistique, on a même parlé de la théorie de la décision dans ce sens-là. Donc voilà, comment tu intègres ces algorithmes-là, quelle est la différence, qu'est-ce que ça apporte de nouveau, ou alors tout ça est parfaitement fondable dans les concepts classiques de la théorie de la décision tels que tu l'as très bien expliqué. Alors, en réalité, un algorithme qui exploite l'apprentissage, lui aussi, il est gouverné par un principe d'optimisation. Donc, en réalité, il n'y a pas moi, je ne le vois pas de manière très, je veux dire, à l'extérieur de ces cadres que je viens d'évoquer. Le fait que le résultat n'est pas complètement prédéterminé, ben, ça dépend du jeu de données, non? Ben, c'est quelque chose qui est lié au fait, je veux dire, un arbre de décision, même avec des probabilités sur les ramifications, ben, c'est encore une fois un algorithme dont on ne peut pas prédire tout de suite ce qu'il va faire. Ou si tu veux, on peut connaître l'ensemble de toutes les décisions que l'algorithme peut prendre, mais on ne connaît pas la décision précise parce qu'on n'a pas toutes les données au début. Donc, moi, je ne le vois pas à l'extérieur du cadre que j'ai proposé. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'il y a des données manquantes ou incertaines. Non? C'est le fait que le comportement de l'algorithme est guidé par quelque chose, si tu veux, très, très simple, que c'est l'optimisation d'une fonction objective. Parce que tu vois, c'est l'introduction pour des raisons de simplification pour nous qui on conçoit des algorithmes et pour simplifier la tâche à qui fait le logiciel qui implémente les algorithmes, qu'on dessine, on conçoit les algorithmes d'une certaine manière. Ouais, en fait, oui, si je peux juste prolonger ma question, parce que pour rentrer dans le débat et la question à qui revient la responsabilité, la question de l'auditabilité et autres, on sait que ce qui conditionne le fonctionnement de l'algorithme, c'est les données. D'accord ? C'est tout ce que l'on sait. Donc, oui. Effectivement, il y a une fonction objective qu'on optimise, mais tout ce que l'on sait, c'est que si je change les données, après, bon, si je les change beaucoup, tout ça dépend après de propriétés des modèles et autres, mais ce que l'on sait, c'est que c'est la donnée qui conditionne la décision. D'accord ? Et donc, pour moi, toutes les questions que l'on se pose, est-ce qu'il ne faut pas les déporter, non pas, les déporter plutôt côté données, ça veut dire avoir des données certifiées, et c'est celle-ci que l'on audite, et c'est beaucoup plus simple que d'auditer un algorithme. Donc, en fait, de façon un peu sournoise, je reviens à la session d'avant à laquelle que j'avais raté. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est une vision que j'ai, c'est quelque chose que je défends.
il nous faut plutôt certifier la donnée, auditer la donnée. C'est beaucoup plus simple, ça fait beaucoup plus sens que d'auditer l'algorithme, surtout quand ceux-ci sont très complexes, avec des milliards de paramètres tels que les modèles qui sont les plus efficaces aujourd'hui, enfin, notamment en traitement automatique. Oui, certainement. L'idée de certifier les données, c'est importante, mais ça ne nous évite pas complètement le problème, dans le sens qu'on peut prendre des décisions stupides avec des données certifiées. Oui, mais on peut prendre même des décisions stupides en ayant une connaissance presque oracle des choses. Mais oui. ça, c'est autre chose. Tout à fait. Ce que je veux dire est que oui, bien sûr. Il faut faire attention. L'aspect qualité et certification de données, c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait que les algorithmes produisent à partir de ceux qui sont alimentés. Donc, si on les alimente avec de la poubelle, ils vont produire de la poubelle. Ça, c'est sûr. Non? Le fait est qu'il faut faire aussi attention, même si on les alimente avec des données qui sont appropriées, qu'on les a nettoyées, dans lesquelles il n'y a pas de problème, etc., etc. Si nous n'avons pas conçu l'algorithme de manière à nous produire un résultat qui est convaincant au sens de ce que j'ai défini, non? Ça sera toujours un résultat qui ne va pas nous amener loin. Tu vois, on peut faire, par exemple, tu vois, juste pour te donner un exemple, le ranking de Shanghai. Même si on alimentait le ranking de Shanghai avec des données plus appropriées, il finirait pour donner un résultat qui n'est pas signifiant. Et ça, c'est lié parce que la manipulation des données est mal faite, indépendamment de la qualité des données. Donc, oui. Il y a un problème. Même si les données étaient correctes, le résultat, il ne serait pas correct. Oui, non, mais oui. Mais le cas du classement de Shanghai ou tous les classements comme ça, c'est une question que nous, on a déjà eue et je pense qu'on est d'accord, c'est la légitimité du ranking parce qu'on va établir un ranking qui quelque part, doit correspondre à quelque chose d'établi. Si on fait un ranking qui ne met pas le MIT en premier au Stanford, les gens diront que le ranking n'est pas bon. D'accord? Donc, la calibration même du ranking est faite pour que ça renforce un peu un billet très connu, en fait, un billet de confirmation quelque part. Mais ça, c'est très particulier, si tu veux. Oui, là, il y a deux problèmes. Tu vois, si tu fais la moyenne des données ordinales, tu produis un résultat qui n'est pas signifiant. Donc, même si les données ordinales ont été construites de manière correcte, non? Par le fait que tu fais une moyenne sur un ensemble de données ordinales, produit un résultat qui n'est non signifiant. Ça, c'est un exemple très... Alors, on commence à utiliser des concepts qui, probablement, pour une partie de l'auditoire, ne sont pas très clairs, mais tu vois, ça, c'est une manipulation non signifiante des données qui peuvent être tout à fait appropriées. Et donc, le résultat, tu vois, ça sera quelque chose qui n'est pas signifiant. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire beaucoup d'attention à la qualité des données, extrêmement d'attention, mais il faut continuer à faire attention sur qu'est-ce qu'on met dans les algorithmes au niveau de la conception. Donc, il n'y a pas une contraposition. Hein. C'est juste le fait qu'il faut faire attention de... Ouais, merci. Très bien. Merci beaucoup pour ces discussions très éclairantes. Donc, je donne la parole à Doha. Doha, your turn, et après, ce sera moi.
Doha. I will ask in English if that's okay. So thank you. I like the presentation a lot, and I think the taxonomy that you built is very clear and interesting. My question, you indicated many times throughout the presentation that the algorithmic decision is a very straightforward, rational, mathematical decision. My question is, so you talk about the final decision that the algorithm makes, but on the way to reach this final decision, we have many sub-decisions that have play a very important role. So, for example, in the last example that you provided, when you answer your question to Mr. Shatila, you gave the example of the children assessing like which children need help and taking them out of their house. So before we reach like yes or no about a specific children, because it's a policy decision, it's a legal decision, we have many decisions that are like, okay, what is the age of the children? What is the state of mind of the parents? And some of those decisions are very mathematical, like could be age, for example, but some are very kind of subjective and depends on the way that you answer them. So my question is how the sub-decisions play a role in your taxonomy, because they clearly impact the final decision and therefore also the liability. Thank you. Okay, thank you. Yes, thanks, Doha, for the demand. Now, if I have to think in pure terms, let's say, of an algorithm, whatever you call a sub-decision is a decision. So from an algorithmic point of view, it makes absolutely no difference. No, there is a small process within a large process, but each of these ones is governed by the same, let's say, idea of optimizing something. No, but this has to do with how an algorithm works. No, and it has to do with how we design algorithms. No, both in terms of this of the subject of the algorithm and the fact that the algorithm needs to turn in on a computing device. No. So remember, there are two different, no, there is an algorithm and there is a software, no, which is an algorithm upon the algorithm. Okay. Now, in both cases, we need, no, to construct, to design these algorithms so that things are optimized. No. Now, not all decisions, no, in real life, no, can be governed by this idea, no? In the sense that if I would try to implement, no, some of, let's say, of the problems my wife as a psychotherapist had, I'm not sure I would be able to transform it in something which can be easily governed by an algorithm. And on top of that, it is absolutely unlike that any of the processes in which she was involved will admit a recommendation done in a way which cannot be attacked by the judge, as Olivia defined it. No? So, yes, a decision is the result of several decisions taken during the decision process. No? Algorithms are designed so that each decision taken is rational, which makes that the whole process tends to be rational. But this is not what we do as humans. So you don't have to you don't have to consider, no, that a decision process which is conducted, let's say, by a human
follows, no, or is followed by the same way by which we design, no, an algorithm which takes, let's say, decisions. Did I reply your question? Yes, thank you. Thank you. Ok, thank you, merci. Je me donne la parole. J'ai plusieurs questions. La première, c'est concernant les différents points de vue mathématiques, économiques, computer science, etc. en général. Quel est y a-t-il des voisinages ou des proximités entre les différents points de vue que tu as élaborés, donc entre computer science et mathématiques par exemple, mais aussi peut-être avec l'économie. Donc voilà, au-delà de des types, y a-t-il des relations entre les différents voilà, les conceptions de la décision. La deuxième chose, là, je reviens sur le juge et la justification. Est-ce que ça, c'est ton point de vue à toi, ou est-ce qu'il y a une littérature sur le sujet de la auditabilité par des tiers, etc. Voilà. Troisième point, c'est sur des algorithmes. Il y a des algorithmes qui sont basés sur des données particulières qui sont des dispositions juridiques. C'est un sujet qui a été étudié par une juriste américaine très performante, qui fait des choses magnifiques, qui s'appelle Diane Keats-Citron. Elle a fait un article précurseur il y a plus de 10 ans qui s'intitule Technological Due Process. Et donc, ce qu'elle étudie empiriquement, c'est des systèmes d'aide à la décision pour accorder des droits sociaux. Une aide alimentaire ou une prestation familiale, etc. Et qui sont des systèmes fondés sur des dispositions juridiques qui sont toujours très compliquées, parce qu'il y a la règle, l'exception à l'exception, etc. Donc, c'est des choses très compliquées qu'il s'agit de mettre en forme, enfin de formaliser sous forme algorithmique, et ensuite de transformer l'algorithme en software. Et que tout ce qu'elle a montré, c'est que ces processus-là montrent qu'il y a des interprétations de ce qu'est la règle qu'il s'agit de formaliser, la règle, l'exception à la règle, donc les dispositions juridiques, qui rendent des choses absolument assez inintelligibles à la fin, et qui posent des problèmes de droit de recours, dans la mesure où les opérateurs humains qui prennent la décision au guichet en consultant voilà, leur ordinateur, débouchent sur l'idée que lorsque l'algorithme rend une décision négative, même s'il pressente les opérateurs humains que cette décision n'est pas justifiée, ils ne vont pas aller contre. Et par contre, ce n'est pas symétrique avec la situation inverse, dans laquelle, lorsque l'algorithme produit un score plutôt favorable, si l'interaction avec l'usager n'est pas bonne, là, l'opérateur humain peut prendre le contre-pied de la recommandation de l'algorithme. Donc, il n'y a pas de symétrie entre décision positive et décision négative. Et ça, c'est un sujet très, très intéressant. Lorsque, justement, les algorithmes incorporent des choses très complexes qui sont des dispositions juridiques. Voilà, dernier point sur la question de responsabilité. Il y a 4 ou 5 ans, il y a une agence de régulation de la finance américaine, qui n'est pas la Security and Exchange Commission, c'est une autre, qui s'appelle la FINRA, qui s'est occupée du trading haute fréquence, donc des échanges sur le marché financier à l'échelle du point de temps très, très extraordinairement court, la microseconde. Eh bien, cette agence a mis en place un système de certification d'enregistrement obligatoire en tant que professionnel de la finance des concepteurs d'algorithmes qui font
high frequency trading. Donc, il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes. Voilà, c'est tout. C'est beaucoup de questions, mais tu as, Alexis, Oui, 2 minutes alors, pour réagir et puis on peut discuter aussi. Voilà. oui, je vais essayer d'être très rapide, sauf qu'il faut que tu me rappelles. Ta première question était, parce qu'entre-temps, je fais... voilà, entre les différents points de vue mathématiques, etc. Ah oui, alors, Oui. oui, il y a, si tu veux, il y a un background commun qui est celle de la théorie de la décision. Parce que ce que je viens de décrire du point de vue mathématique, informatique, économique, etc., et tout ça, on le retrouve dans, disons, dans le modèle de la théorie de la décision qui intègre un peu ces différents aspects. Non? Et la raison pour laquelle moi je les évoque, c'est parce qu'effectivement, ma formation étant en théorie de la décision, donc c'est... Par contre, ce qui était essentiellement absente en théorie de la décision, c'est l'aspect de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui a été dans, disons, dans la littérature, disons, sur le concept de décision, etc., l'aspect responsabilité n'est pas très présent. Le premier qu'il a évoqué, c'est un de père de l'intelligence artificielle, tel Terry Winograd, dans les années 80. Il a publié un livre qui s'appelle Understanding Computers and Cognition, non? Et lui, il avait évoqué cette idée de responsabilité. Si on a le temps, je peux vous raconter, parce que lui, il a été impliqué dans une histoire assez intéressante avec le gouvernement chilien de Allende, etc. Donc, c'est à partir de là que... Alors, maintenant, sur les autres questions, alors, il y a eu dans les années, disons, il y a 15 ans, 20 ans, etc., il y a eu le commencement, le développement d'une, si tu veux, la reprise d'une courant de recherche qui était l'argumentation formelle. Non? Et l'origine de l'argumentation formelle était essentiellement les décisions juridiques. Il y a un fameux exemple, non, qui est la décision d'accorder la citoyenneté britannique à quelqu'un qui la demande, non? Et parce qu'ils ont découvert que le corpus juridique sur le droit à la citoyenneté était inconsistant. Non? Donc, il y a des règles qui conduisent à des décisions qui sont totalement inconsistantes. Et donc, si on reproduit cet ensemble de réglementations juridiques sur un ordinateur, bah, ça va répondre à n'importe quoi, parce que c'est un système inconsistant. Non? Alors, donc, il y a eu toute une... il y a eu le développement de tous ces modèles de recommandation, de argumentation formelle. Il y a le fameux cadre de Dunn sur les modèles formels d'argumentation. Bon, bref, il y a une littérature extrêmement vaste. Au LAMSAD, il y a une collègue qui est assez spécialiste de ce sujet-là, qui est une maître de conférence qui s'appelle Gabriela Pigozzi. Alors, qu'est-ce que c'est le problème avec l'argumentation formelle? Le problème avec l'argumentation formelle est que du point de vue informatique, dans le sens du point de vue computationnel, non, ben, les algorithmes qui vérifient donc la traduction informatique de la manière par laquelle on construit un processus de raisonnement argumentaire formel ne sont pas sont computationnellement intraitables. Non? Donc, on ne peut pas construire des algorithmes efficaces pour gérer, non, un processus d'argumentation formelle complexe. Parce que la traduction en termes, disons, informatiques, en termes de calcul informatique, non, de ce processus-là, bah, ça devient quelque chose qui est... Il faut des siècles.
Donc, ça ne va pas. Non? Et donc, un peu cette idée de l'argumentation formelle comme outil informatique, ben, il est atteint une limite que pour l'instant, on n'a pas dépassée. Il est probable que dans le futur, on trouvera une manière pour aller au-delà de la limite que nous avons trouvée en ce moment. Ben, pour l'instant, on se trouve à ce point-là. N'empêche que l'idée de l'argumentation, l'idée d'utiliser le cadre formel de l'argumentation formelle, mais ça permet, par exemple, d'analyser les raisons pour lesquelles un algorithme fait une certaine recommandation. Ça, on l'a testé, il y a de la littérature sur ce sujet-là, et ça peut aider pour construire, par exemple, dans un cadre d'explication, de construire les raisons profondes, quelquefois, pour lesquelles un algorithme arrive à une certaine conclusion. C'est un problème qui est informatiquement compliqué. Ce n'est pas conceptuellement très compliqué, mais du point de vue informatique, ça devient très compliqué. Merci beaucoup, Alexis. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation de Léa Deloris. Léa, je vous donne la parole. Vous avez un support. Votre micro. Merci. Oui, donc on a un support et c'est Ling Xue de mon équipe qui va le présenter pendant que je vais faire l'introduction. Donc tout d'abord, merci beaucoup vraiment de nous inviter à présenter dans le cadre de ce groupe. Donc moi, juste pour me présenter rapidement, pour que vous puissiez me situer et situer l'équipe. Donc, je suis en charge d'une équipe de data scientists chez BNP Paribas. Et évidemment, notre rôle principal, c'est de travailler sur des projets et d'amener l'intelligence artificielle au cœur du business. Mais au-delà de ça, on est aussi en charge de sujets de fond qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme les biais, comme les risques afférents au déploiement des modèles et également le problème de l'explicabilité de l'intelligence artificielle, qui, à mon avis, fait écho, mais de manière beaucoup plus concrète au jour le jour à la discussion qu'il y a eu, c'est-à-dire le problème d'avoir des décisions qui sont convaincantes, puisque les gens, quand ils veulent utiliser l'intelligence artificielle, ils veulent comprendre assez pour pouvoir prendre cette responsabilité eux-mêmes. On est souvent ou alors pour pouvoir la déléguer, comme ça a été fait dans les avions et dans les métros, à une machine. Avec finalement la prolifération des modèles, il y a plusieurs... on ne peut pas appliquer nécessairement le même niveau de certification et d'audit qui ont été appliqués avant sur les systèmes vraiment d'automatisation. Mais il faut quand même trouver le bon équilibre et la bonne façon de faire avancer cette compréhension des algorithmes pour que l'intelligence artificielle puisse être concrètement utilisée dans le monde réel. Donc, nous, évidemment, on va parler en s'inspirant du monde de la banque, mais il y a beaucoup de décisions dans la banque. Donc, du coup, je pense que ce ne sera pas très compliqué. Je vais présenter rapidement aussi, juste avant qu'on commence à présenter, vu la richesse des échanges, on a décidé de changer un petit peu notre présentation. Donc, on avait 3 parties et finalement, on va faire 2 parties pour être à la fois plus concise et qu'on puisse solliciter votre feedback. Donc, peut-être, Ling Xue, tu peux aller sur le slide 4, je pense. Ouais, celui-là. Donc, au sein des banques, il y a de plus en plus de modèles d'intelligence artificielle. Donc, les banques, c'est quand même des entités dans lesquelles il y a beaucoup de modélisation naturellement. Mais de plus en plus, l'intelligence artificielle est présente. Notamment, et là c'est juste des exemples qu'on donne, mais pour montrer la diversité. Par exemple, en assurance, quand je parle de banque, je parle plutôt d'institutions financières. On peut utiliser la détection d'images et la compréhension de l'image pour pouvoir faciliter la gestion des
des demandes de dédommagement dans le terme d'une assurance. Évidemment, un des gros enjeux dans les banques, c'est la gestion de la fraude. On sait que, évidemment, comme il y a de l'argent, il y a beaucoup de fraude, que la fraude, elle est multiforme et qu'il nous faut sans cesse être capable de la détecter. Et c'est en ça que finalement, l'intelligence artificielle qui, au lieu d'être nécessairement sous base de règles, peut être plus probabiliste et finalement plus souple, et permettre de comprendre des contextes qui sont plus compliqués, peut nous donner vraiment une amélioration de la performance dans la détection de la fraude. Donc, c'est un domaine important dans l'univers bancaire. Après, il y a des choses beaucoup plus simples comme la classification d'emails ou alors la recommandation de produits financiers aux clients. Il y a aussi la facilitation des demandes de crédit, donc à l'octroi de crédit, être capable de pouvoir rapidement filtrer ou dans certains cas, au lieu de filtrer, qui serait plus dans la recommandation dans une certaine mesure et donner un score, mais après, pour certains types de crédits, il est concevable d'avoir des applications presque automatiques, enfin des décisions presque automatiques. Et donc, on a ce problème de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer un petit peu plus. Et puis aussi, c'est aussi beaucoup utilisé dans le marketing en général, au-delà de la banque, mais évidemment, les banques font aussi du marketing. Et donc, pour optimiser les canaux de publicité, par exemple, et comment, comment et quoi présenter aux clients. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a certaines applications pour lesquelles c'est très simple de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Par exemple, en traduction ou en computer vision pour les assurances, on peut regarder le résultat et ce qui a été donné à l'algorithme. Et en tant qu'humain, si on envoie un certain nombre, mais qui n'a pas besoin d'être très nombreux et qu'on voit que ça fonctionne à peu près correctement, on est à peu près convaincu de comprendre comment l'algorithme pas fonctionne, mais quelle est sa performance et si c'est satisfaisant pour pouvoir l'utiliser. Mais il y a d'autres cas qui sont assez nombreux dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué et on a un besoin de pouvoir expliquer comment l'algorithme fonctionne en interne de toute façon, mais aussi, et c'est quelque chose d'important à prendre en compte, du côté du régulateur, il y a de plus en plus de demandes d'avancées en termes d'explicabilité. Donc, si je passe au slide d'après, donc pourquoi on veut le faire? On veut le faire d'abord parce qu'on veut aider au développement de l'intelligence artificielle en interne et ça veut dire qu'il faut que les personnes qui décident de le mettre en place puissent le faire en ayant conscience de la valeur qui est apportée et de la responsabilité qui est afférente. Et donc là, on revient aussi à quelque chose qui a été mentionné avant, c'est-à-dire que au niveau en tout cas aux États-Unis, où il y a une réglementation très forte sur les modèles, tous les modèles analytiques, il est très clair que la responsabilité, c'est la responsabilité de la banque. Et donc, dans la banque, c'est la responsabilité de la personne qui prend la décision de le mettre en place. Et pour pouvoir prendre ses responsabilités, il faut pouvoir le comprendre. Donc, on a besoin d'avoir cette confiance dans l'IA et dans les IA spécifiques qui sont déployées. Ensuite, il y a aussi un besoin naturel au niveau sociétal, c'est-à-dire de pouvoir expliquer comment ça fonctionne en externe. Et finalement, comme je l'ai mentionné, il y a une pression réglementaire importante et donc on veut être à la fois proactif et préparé à ce genre de changement. Donc, notre approche, quand on est parti de ces constatations, peut-être Linkshe, tu peux passer au slide d'après. Ça a été vraiment d'explorer qu'est-ce que ça veut dire explicabilité et on a regardé à la fois au côté technique, donc le côté informatique. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour dire, bon, tel algorithme, voilà comment on peut les expliquer, les méthodes qui sont sous-jacentes. Mais après, ça a été notre point de départ, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on équilibre un petit peu et je pense que c'est aussi, ça va vraiment dans le même sens que ce groupe, se dire que l'explicabilité, c'est pas simplement rajouter des algorithmes d'explicabilité sur des algorithmes de décision, puisque ça reste des algorithmes, ça reste des choses qui sont faites pour les informaticiens, mais d'avoir un point de vue vraiment basé sur l'utilisateur, la personne qui a besoin de comprendre et qu'est-ce qu'il ou elle demande et qu'est-ce qu'il ou elle veut essayer de comprendre et comment. Donc, c'est le chemin que nous avons suivi.
Ça, je pense qu'on va passer et donc on va aller peut-être au slide d'après. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est d'abord concentré sur un use case typique dans le monde de la banque qui nous sert d'inspiration. Voilà, merci Ling-Xue. Qui nous sert d'inspiration et qui est un exemple qui est souvent pris dans les recherches sur la fairness ou enfin l'explicabilité en général, c'est la décision de demander un crédit. Donc, il y a une personne qui demande un crédit, il y a des analyses qui sont faites. Au centre de ces analyses, il y a un modèle de machine learning qui va dire oui ou non et le résultat de cette analyse va être soit présenté à un représentant de clientèle qui va donner la réponse, soit présenté directement au client. Et c'est là, en fait, qu'on a besoin d'une manière ou d'une autre, d'expliquer la décision. Mais en fait, et c'est ce qu'on va voir plus tard, il n'y a pas qu'à ce moment-là qu'on a besoin d'expliquer la décision, il y a d'autres personnes qui vont être dans le cycle de mise en place de cette solution, qui elles aussi vont avoir besoin de comprendre la décision. Mais pour l'instant, dans notre cas de base, on s'est focalisé sur comment on explique la décision finale à la personne qui a fait une demande de crédit. Ce qu'on a fait, si tu passes au slide d'après, donc là, je ne vais pas passer trop longtemps sur ces slides, mais c'est pour vous donner une idée de l'esprit de notre recherche. Donc, on a pris plusieurs méthodes. Donc, on avait un cas précis d'algorithme et un cas précis de type de décision. Donc, on a pris 5 méthodes qui permettaient d'expliquer les algorithmes. Alors, il y a des méthodes, le type, par exemple, d'explication, c'est-à-dire des explications qui sont globales, c'est-à-dire qu'elles expliquent en général comment l'algorithme fonctionne, par opposition aux explications qui sont locales, qui vont expliquer pour une certaine personne pourquoi l'algorithme a pris cette décision. Et on les a testés tous sur le même jeu de données qui était réel sur ce cas d'usage. Et on a essayé de voir les avantages et les inconvénients de chacun et d'essayer de comprendre. Tout ça, ça reste quand même, on va dire, en chambre, c'est-à-dire au sein d'équipes de data scientists, quel soutien à l'explication cela donnait. Donc ça, c'est les commentaires qu'on a là, mais encore une fois, c'était très orienté vers les data scientists ou vers les personnes qui veulent décortiquer le modèle. Et quand on a un petit peu confronté ça avec la réalité, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement la bonne approche. Et donc, si tu vas au slide d'après, ouais, alors du coup, une des approches qu'on a regardées, c'était comment expliquer la décision. Donc, pas comprendre nécessairement comment l'algorithme fonctionne, mais de manière locale à une personne, comment expliquer la décision. Donc, il y a des solutions qui sont comme Protodash. Et là, le but de ces solutions d'explicabilité, c'est d'identifier. Donc là, on a Sam avec ses caractéristiques que vous voyez sur la gauche. Et comment on essaye d'expliquer à Sam la décision, qui là est une décision de non, puisqu'il a une probabilité de défaut de plus de 80%, c'est de lui montrer dans la base de clients qu'on a, des personnes qui ont des caractéristiques similaires et pour lesquelles la décision a été la même. Donc, ça permet de donner un éclairage à la décision. De la même manière, une autre façon d'expliquer la décision, donc de justifier, et je pense qu'on revient un peu à ce qui a été mentionné, la capacité à convaincre et la capacité à convaincre quand il va y avoir un débat dessus. Et donc, une autre solution, mais pareil, tout ça, c'est des solutions techniques finalement. C'est tout ce qui est dans le monde des, je ne sais pas comment on le dit en français, mais des counterfactuals. C'est de dire, OK, avec le profil que vous avez maintenant, la décision, ce serait non, mais si vous changez tel ou tel aspect dans ces cas-là et essayer de trouver les changements les plus minimes, on va dire, dans ces cas-là, la décision, elle va changer. Donc, essayer de se rapprocher de la frontière de décision, comme de la partition dont parlait Alexis, pour trouver des éléments qui soient actionnables, qui soient utiles. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Mais finalement, et c'est vraiment le but de cette partie, on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement les techniques qui étaient importantes, mais c'était de comprendre, parce qu'en fait, dans les techniques qu'on avait regardées, il y avait des techniques qui expliquaient
plutôt data scientist, plutôt vraiment pour décortiquer, défaire le moteur du modèle. Il y a des choses qui étaient tournées vers les utilisateurs finaux. Et puis, il y a des profils, et on y viendra après, comme les gens qui demandent à mettre en place, donc la personne qui fait partie du business, qui demande à mettre en place l'intelligence artificielle, mais qui est ni data scientist, ni l'utilisateur final, et qui prend cette responsabilité, comment le système fonctionne. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête de penser qu'il n'y avait qu'une façon d'expliquer et qui devait tout couvrir d'un coup, mais au contraire qu'il y avait plusieurs façons d'expliquer pour plusieurs types de tâches d'explication, pour être plus clair, pour des profils différents et qu'il fallait qu'on essaye de les comprendre d'abord avant de dire il vaut mieux faire ci ou il vaut mieux faire ça, pour qu'on ait finalement une approche beaucoup plus nuancée de dire pour tel type de problème d'explication, voilà les approches qui nous semblent pertinentes. Et c'est ce qu'on a fait après, donc dans un deuxième temps, et là je vais laisser Ling Xue en parler. Donc Ling Xue, elle est UX designer de formation et où on a utilisé notre accès à des personnes réelles dans la banque pour pouvoir poser des questions vraiment à des personnes, à la fois des data scientists, mais beaucoup plus variées sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous, naturellement l'IA et des choses comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire d'expliquer et de comprendre. Voilà, Ling Xue, j'ai pris un peu de temps, mais je pense que tu en as aussi un petit peu pour parler de cette partie-là. C'est très bien. Merci Léa. Bonjour à tout le monde. Je suis Ling Xue Yang, UX designer à BNP Paribas dans l'équipe Léa. Enfin, comme expliqué Léa tout à l'heure, en fait, différents utilisateurs peuvent avoir une différente perception sur l'interprétabilité ou explicabilité sur un modèle de machine learning ou modèle de AI. Donc, du coup, on a un peu pensé de réaliser un user research, notamment c'est un entretien de l'utilisateur pour comprendre, première chose, comment ils ont, c'est quoi leurs besoins pour comprendre et expliquer un modèle de machine learning, modèle de IA, et aussi découvrir leur façon de le faire actuelle, et est-ce qu'il y a des pain points, des points faibles qui l'empêchent de comprendre ou essayer d'expliquer le résultat pour le modèle de machine learning. Donc ça, c'est notre objectif de recherche utilisateur. Donc on a vraiment suivi une process de design. Donc comme on est sur une phase plutôt exploratoire, donc on a décidé à faire un interview utilisateur pour poser des questions aux utilisateurs et recueillir leur feedback. Voilà, c'est un processus comment on a fait. Donc, du coup, on a réalisé cet entretien d'utilisateur du juin au septembre l'année dernière. Donc, du coup, à cause de la situation sanitaire, on a l'a fait à distance, notamment par Skype. Donc, avant de vraiment conduire l'entretien, on a décidé l'objectif de la recherche. On a aussi développé un questionnaire qui nous permet de poser des questions pertinentes aux utilisateurs. Et puis, on a aussi discuté quel type de participants, d'utilisateurs on veut recruter, et essayer pour élargir notre audience. Donc, l'entretien dure à peu près comme 45 minutes. Donc, pendant l'entretien, on a enregistré l'écran et aussi la voix de l'utilisateur, notamment pour analyse pour la suite. Et puis, on a posé des questions aux utilisateurs, aux participants et recueilli leur feedback. Et après l'entretien, on commençait à faire la transcription sur l'enregistrement qu'on a fait et analyser les résultats. Donc, ça, c'est avant l'entretien, comment on a préparé. On a un peu discuté sur les types d'utilisateurs qu'on voudrait interviewer, basés sur leur connaissance de data science et leur business. Leur business. Donc, notamment, il y a des responsabilités de participants comme data scientists, développeurs de modèles, et aussi il y a des gens qui font d'analyse sur le risque, qui aussi gérer le projet comme project manager, les gens qui pourraient servir comme un modèle owner qui gérait le modèle final pour l'administration et la suite. Aussi des relationship managers qui restent en contact tout le temps avec les clients finaux de la banque, qui pourraient parler avec les clients. Donc, ça, c'est un user types qu'on a un peu défini au départ. Et ça, c'est un
un overview sur les questionnaires qu'on a préparés. Notamment, on a posé des questions aux participants basées sur 4 catégories. Première, c'est le plus commun sur leur activité professionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie professionnelle et leur connaissance par rapport au modèle de machine learning ou modèle de IA, et puis leurs besoins par rapport à la compréhension sur le modèle, sur le comportement modèle ou sur le résultat du modèle, et leurs besoins par rapport à expliquer la décision du modèle aux troisième personnes. Une fois on a réalisé tout l'entretien, on a commencé à faire une analyse. Donc, on a choisi une analyse qui s'appelle thematic analysis. Donc, notamment, comme on a une large l'enregistrement, on a pensé que c'est intéressant de transcrire tous les verbalisations du participant et on a commencé à ajouter des codes sur les verbalisations. On a pensé les informations intéressantes liées sur les explicabilités. Et puis, on les a catégorisés et puis on les a signés aussi des différents thèmes. Une thème peut-être, ça pourrait être un besoin utilisateur ou ça pourrait aussi être une question pour l'utilisateur. Donc, finalement, on a revu le thème avec notre équipe. Ça, c'est une photo, comment on a réalisé. Tout d'abord, on imprime toutes les verbalisations et puis on a coupé par participant et aussi catégorisé par rapport aux différentes questions qui nous intéressent. Ça, c'est un zoom sur les différentes transcriptions. En fait, les codes couleurs, en fait, ça représente plutôt sur une thème. Voilà. Donc, basé sur le premier interview individuel, on a recueilli des 12 thèmes qu'on a pensé plus intéressants pour l'utilisateur à poser les questions par rapport à la compréhension et explication sur le modèle de IA. Et puis, on a pensé que c'est intéressant parce qu'on a découvert d'après notre interview comme différentes personnes pourraient poser différentes questions pour comprendre un modèle de machine learning, mais leur motivation pourrait être le même. Donc, on a pensé et aussi leur utilisation sur la compréhension et explication à travers tous les projets Life Cycle, ça a aussi varié. Donc, du coup, on a lancé un deuxième group workshop, donc avec notamment les experts dans notre équipe, data scientists, business analysts et aussi de développeurs dans notre équipe pour essayer, on brainstorm sur la phase de project, notamment c'est modeling part, decision making part et end user part, lister tous les stakeholders qui pourraient impliquer sur chaque phase et aussi on leur demandait à lister les thèmes qui pensaient les stakeholders pourraient être intéressés d'avoir. Donc, l'idée de ce workshop, on a plusieurs, ça c'est un exemple sur use case de fraud management. On a aussi des différentes use cases d'après leur expérience professionnelle. L'idée, c'est pour finaliser et fine-tuning les 12 thèmes et aussi de découvrir est-ce qu'il y a d'autres insights par rapport à ça. Donc, après ce group workshop, on a découvrir, identifier le 6 explanation focus. Notamment, c'est les informations que l'utilisateur intéresse ou concerne pendant la phase d'explication. Et aussi 3 profils différents à travers ce processus d'explication. Donc, ça, c'est les définitions par rapport aux explanation focus. Donc, on a découvert fine-tuning l'explanation focus jusqu'à 6. Première, c'est les mécanismes du modèle. C'est plutôt concerne sur quel algorithme on a utilisé pour construire le modèle de IA. Donc, sans rentrer vraiment dans le détail mathématique, comment on pourrait présenter l'utilisateur pour comprendre en fait c'est quoi l'algorithme qu'on utilise. Deuxième, concerne plutôt sur performance du modèle. Ça, c'est plutôt sur les capacités et de capacité de prédiction pour le modèle. Est-ce que la prédiction pour ce modèle-là est assez performant ou robuste pour que je puisse.
Pardon, Lingxi, vas-y. Oui, plus pour que je établis une confiance sur le modèle. Tout à fait. Et donc, oui. il y a la compréhension des erreurs du modèle, donc les faux positifs, les faux négatifs. Après, parfois, on fait vraiment de l'analyse d'erreur, mais vraiment cette compréhension globale du modèle et de son comportement. Oui, exactement, du modèle général. Et troisième, sur les influences du feature, c'est sur ce modèle-là, quelle serait le variable ou les drivers qui contribuent le plus pour que j'arrive sur ce résultat de modèle. Donc, notamment sur la contribution des variables. C'est quoi la variable qui contribue le premier, deuxième, troisième? Et est-ce que, et aussi concerné sur le comportement de chaque variable sur le modèle, sur le comportement sur le résultat du modèle. Donc, est-ce que le modèle, est-ce que comment le feature influence sur le résultat du modèle? Attends, je voulais rajouter là-dessus. Donc là, c'est vraiment important pour avoir l'adéquation avec le business en général, parce qu'ils ont des attentes, des hypothèses sur l'importance de certains. Donc les features, c'est les variables qu'on met en entrée. Donc sur l'importance de certaines variables et dans quelle direction elles font bouger la décision. Après, quand on a des modèles complexes et avec les interactions, ça ne se comporte pas exactement comme avec l'intuition, mais il y a quand même un besoin de pouvoir aligner une partie de l'intuition avec le comportement qui est observé, et ça sert exactement à ça, le feature influence. Oui, exactement. Merci Léa. Je continue sur la prochaine explanation focus justification of local result. Par exemple, dans le use case appliqué pour une application pour le crédit. Donc, si un client qui a appelé un crédit qui est refusé par la banque, donc notamment le client va savoir pourquoi son application est rejetée par la banque. Donc, ça, c'est concerné plutôt comment on justifie un résultat spécifique par rapport à un individu. Et le client peut poser aussi des questions par rapport à qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon résultat. Donc, ça concerne plutôt sur une recommandation. Et le prochain business expertise validation, c'est plutôt sur les expertises du business. Donc, par exemple, sur un variable, est-ce que son influence par rapport au modèle de prédiction fait du sens de mon métier? Par exemple, quand on applique une application, toujours sur le Credit Loan Application Use Case, donc un client qui est marié par rapport à un autre client, un single qui est célibataire, pardon. Donc, notamment par rapport à mon métier, un couple qui a plus de chances à accepter par la banque par rapport à un célibataire. Donc, est-ce que par rapport au modèle de machine learning, je pourrais voir cette intuition sur cette variable? Donc, ça, c'est par rapport. Et ça, je dirais, par rapport à feature influence, c'est à la fois proche, mais en même temps, ici, on peut regarder plus des combinaisons ou des cas précis et s'assurer qu'on a cette validation là. Donc, comme vous devez le voir, certains focus d'explicabilité sont proches, mais par rapport à l'utilisation qu'on en fait, on les a séparés. Mais bon, on est prêt à avoir du feedback dessus aussi. Vas-y, Merci. Dernièrement, c'est sur Decision Optimization. En fait, c'est aussi un axe sur le business impact. Est-ce que, donc, une fois le modèle est déjà fait, est-ce que je pourrais ajuster quelques paramètres pour ajuster sur mon objectif de métier? Voilà. Ça, c'est les explanation focus. Donc, par rapport aux trois profils utilisateurs, donc notamment, on a listé les trois profils par rapport aux project life cycle. Pendant le modeling phase, qui est plutôt le model developer validator, notamment, c'est des data scientists qui sont impliqués dessus pour création du modèle, optimiser ou valider le modèle du machine learning. Donc là, il y a des questions qui pourraient poser par rapport à leur métier. Donc, comment je pourrais améliorer la performance du modèle et qu'est-ce que le feature qui contribue le plus sur le modèle de machine, sur le modèle que j'ai créé. Donc, il y a quel genre de questions qui s'intéressent à poser
pendant la phase de modeling. Et deuxième profil, c'est model owner. Donc, aussi comme expliqué Léa au départ de la présentation, il y a quelqu'un qui est un peu spécial, qui crée pas de modèle, qui n'utilise pas le résultat du modèle, mais qui s'intéresse toujours sur le comportement du modèle. Est-ce que le modèle est assez performant? Est-ce que il y a des biais dessus? Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il est déjà prêt pour aller à la prochaine étape de industrialisation, pardon. Notamment les model owners, les représentants pourraient être des risk office, des managers ou des gens qui accordent un crédit, par exemple. Et là, on liste aussi des questions qui pourraient leur intéresser pendant la phase de decision making, donc notamment sur comment les modèles fonctionnent, quelle est la contribution des variables, est-ce que le modèle fait du sens du sens métier, comment il pourrait justifier un individu, un client, par exemple. Troisième profil sur le modèle, sur l'utilisateur, c'est vraiment des end-users du modèle qui utilisent les résultats. Par exemple, j'applique une application de crédit, mais je suis refusée. Donc, je voudrais justifier pourquoi. Donc, ou ça pourrait aussi des relationship managers qui contactent avec les clients, qui répondent les questions aux clients. Par exemple, je suis refusée, je cherche mon relationship manager, je voudrais savoir pourquoi. Donc, c'est la responsabilité de relationship manager qui répond à mes besoins d'explication. Donc, là, c'est des questions qui est listée dessus. Voilà. Et je vais laisser Léa expliquer notre approche plus. Voilà, donc je pense que là, c'est à peu près où on en est aujourd'hui. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis, donc vous voyez, ce qu'on essaye de faire, c'est faire un lien un petit peu entre, en haut, vous avez nos explanation focus qu'on vient de présenter. En dessous, on a mis les méthodes d'explicabilité. Donc ça, c'est vraiment les méthodes qu'on trouve dans la littérature informatique pour permettre l'explication des modèles. Donc on a mis les plus fréquents, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont apparaître et qui vont enrichir cela. Et on essaye d'essayer de faire une correspondance entre ces explanation focus et ces méthodes, pour ensuite, et c'est là où on a le dernier niveau qui est tout en bas, c'est dire que pour chacune de ces façons d'expliquer, de ces approches conceptuelles d'explication, pardon, je me rends compte que je n'ai pas mis la vidéo, ce n'était pas très poli. On pourrait aussi avoir plusieurs façons de les visualiser. On voit très bien que la matrice de confusion, donc quand on est en classification, qui permet de voir pour chaque catégorie lesquelles sont bien classifiées, lesquelles sont classifiées dans d'autres catégories, c'est important à peu près pour tout le monde. Mais la façon de le représenter va peut-être être différente. Le niveau d'interactivité qu'on a avec les résultats va peut-être être différent, puisque les gens n'ont pas nécessairement si on a la classification à 10 catégories, on va avoir une énorme matrice. Alors le data scientist, il va être ravi, c'est exactement ce qu'il faut. Peut-être le product owner, il va vouloir quelque chose de plus condensé, ou sur lesquels il peut filtrer d'une manière ou d'une autre. Et finalement, la personne qui utilise le modèle au jour le jour, c'est pas sûr exactement que cette personne ait besoin de cette visualisation, mais sinon probablement différemment. Et donc, quelque chose qu'on va explorer et qu'on n'a pas exploré pour l'instant, c'est quel est le bon support par rapport à une personne et une tâche d'explication donnée par rapport à ces méthodes d'explicabilité. Voilà, donc ça c'est le plan. Enfin, je pense qu'on peut passer au dernier slide, Ling-Xue. Donc le plan pour nous, juste pour que vous compreniez où est-ce qu'on en est dans notre réflexion, c'est de partager ce qu'on a trouvé et d'avoir du feedback en interne et en externe, comme on est en train de le faire maintenant, de développer ce qu'on appelle un catalogue de représentation, parce que c'est utile. Là, on a parlé de ces visualisations, mais il faut qu'on les rende plus concrètes, il faut qu'on comprenne un peu plus peut-être précisément quels sont les leviers auxquels on peut avoir accès dans cette visualisation. On va faire de l'évaluation dans plus longtemps,
pour vraiment comprendre s'il y a des différences déjà. C'est peut-être une hypothèse de dire que finalement la table de confusion, ça pourrait marcher à tout le monde sous la même forme. Donc, essayer d'avoir une approche vraiment de sciences sociales pour regarder si pour des personnes différentes sur la même tâche, des visualisations différentes permettent de mieux optimiser la tâche ou pas. Tout ça dans des soucis aussi très pragmatiques de pouvoir, nous, en interne, finalement, avoir des supports un petit peu systématiques qui sont utilisés dans tout le groupe et que chaque équipe de data science n'ait pas à développer ce qui se fait en ce moment, puisque finalement, expliquer les modèles, c'est quelque chose qu'on fait un peu tout le temps. Et donc, on essaye un peu de normer tout ça et que ça aille un petit peu plus vite et que ce soit un petit peu plus systématique. Et donc, ça, c'est le développement de cette toolbox. On a mis un petit snapshot sur la droite, mais c'est quelque chose qui est vraiment en développement. Et au-delà de ça, nous, on est quand même en grande partie des informaticiens. Et donc, on va continuer notre exploration technique puisqu'il y a de nouvelles méthodes d'explicabilité qui apparaissent et pouvoir comprendre comment elles s'intègrent dans cette vision. Alors, en ce moment, on est en train de regarder les explications counterfactuals, notamment parce qu'il y a des sujets d'optimisation dessus et de convergence de l'optimisation. Donc, ça, c'est vraiment des problèmes techniques. Puis, il y a aussi le sujet, donc, pour vous rappeler, donc les counterfactuals, c'est on essaye de trouver quel changement faire dans le profil d'entrée pour que ça change la décision. Typiquement, quand on nous a dit non, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça soit oui. C'est rarement dans l'autre sens. Mais l'idée, c'est qu'en fait, les variables, on ne peut pas toutes les changer. L'âge, il peut augmenter, mais il n'augmente qu'à une certaine vitesse. Les années d'expérience, c'est pareil. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas changer du tout. Et donc, il faut prendre en compte ça. Il faut aussi prendre en compte, donc ça, c'est déjà pris en compte dans une certaine mesure. Un autre sujet, ce n'est pas simplement qu'on identifie les variables qui sont actionnables, mais aussi qu'on identifie les combinaisons qui soient possibles. Parce qu'après, on peut arriver à des solutions où il faudrait avoir 4 ans et ceci et cela. Et donc, tout est possible, mais ça ne s'est jamais vu. Donc, c'est quelque chose qui est peu probable. Et donc, ce n'est pas satisfaisant du côté de l'explication, puisqu'on sait que l'utilisateur, quand on va lui dire qu'il faut faire un truc impossible, il va dire oui, ok, comment j'y arrive. Et donc, c'est des sujets qui sont inspirés par des problèmes réels, mais qui finalement se traduisent par des problèmes d'informatique en dessous. Voilà, donc on va arrêter là pour qu'il y ait un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Léa et Lindier. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai une question un peu pratique, là. Votre équipe, elle représente combien de personnes, là? Combien vous êtes pour travailler sur le projet? Sur le projet d'explicabilité, Oui. il y a 3 personnes à peu près. Il y a 2 data scientists et Ling Shui en UX designer. D'accord, oui. Et donc le projet a été lancé à quel moment? Enfin, quelle est l'ancienneté du projet? On l'a débuté en février 2020, donc il a presque 1 an. D'accord, vous avez fait énormément de choses en 1 an, hein. Alors, c'est l'avantage d'être au sein dans l'industrie, c'est-à-dire que pour avoir accès à des utilisateurs, c'est un petit peu plus facile. Et donc, on a essayé d'utiliser cette force-là. Oui, certainement. J'ai une question donc sur donc j'ai bien compris les trois modèles, hein, que vous avez de users que vous avez retenus. En termes d'activité bancaire, enfin, est-ce qu'il y a une relation avec enfin surtout pour les owners et users? Sur une question, donc il y a application, credit application, bien sûr, mais aussi sur la recommandation de produits ou l'assurance en termes d'activité bancaire, enfin, sur le portefeuille d'activité bancaire, est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous couvrez dans vos... Alors, tous les modèles
pour tous les modèles d'IA qui sont mis en production, on aura une personne qui aura le rôle de modèle owner, mais qui est multiforme, c'est-à-dire que ça peut être une personne dans la banque privée, ça peut être une personne dans la banque de détail, au sein de asset management. Enfin, tout ça, c'est vraiment la personne qui a considéré que ça allait être utile dans le process d'utiliser le modèle d'intelligence artificielle. Et après, mais cette personne, ce n'est pas nécessairement la même personne, ça pourrait, mais qui va vraiment l'utiliser au jour le jour et qui va donc devoir au jour le jour prendre la responsabilité des décisions. Donc la personne, le modèle owner, c'est la personne qui prend la responsabilité de l'utilisation en général dans un process, et les autres, c'est les personnes qui l'utilisent au jour le jour et qui parfois ont affaire à des questions sur pourquoi vous avez pris ça. Donc, ça s'applique aussi à tous les business de la banque, comme le leasing, et les business spécialisés, pas simplement la banque en général. D'accord, merci. Donc, on allait voir vraiment diverses parties du groupe, pas simplement la banque de détail. D'accord, très bien, merci. Donc, on a deux questions, Raja et Doha. Raja, d'abord. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais en fait deux questions. La première concerne les données. Donc, je suppose que vous n'avez pas de problème de données, c'est-à-dire que vous utilisez vos propres données, mais de manière générale, il y a la question de la qualité, de la pertinence des données, de leur validité, etc. Donc, je ne sais pas si ce sujet particulier de la qualité des données, de leur intégrité, etc., est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, sachant que je suppose que comme ce sont vos propres données, vous supposez qu'elles sont bonnes, mais de manière générale, disons, la question se pose. Et ma deuxième question concerne l'explicabilité. Donc, je suis tout à fait d'accord que l'explicabilité, c'est un sujet qui est très vaste et que l'explication dépend aussi de qui, à qui on explique les choses. Hein. On n'explique pas les mêmes choses de la même manière à tout le monde. Cependant, est-ce que dans les explications que vous donnez, disons, qui passent forcément par un être humain, si j'ai bien compris, hein, c'est pas juste, voilà, le système a décidé ça, hein, c'est un être humain qui interprète après coup et qui explique la décision aussi. Donc, il y a un aspect, comment dire, conviction. Comment convaincre, parce que ça ne suffit pas de donner des raisons, même si elles sont plus ou moins objectives du point de vue du modèle. Donc, la force de conviction, elle est d'autant plus forte, effectivement, que la qualité technique du système est plus élevée. Mais est-ce que dans ce processus-là, voilà, vous découvrez des choses qui, en fait, que le système avait ratées, c'est-à-dire qui finalement n'ont pas été prises en compte et qui auraient pu éventuellement, d'ailleurs, pas forcément, changer la décision. Voilà, merci. D'accord, merci pour les deux questions. Alors, je vais commencer par la première. Sur la donnée, la qualité de données. Donc là, oui, évidemment, dans cet exercice-là, on se pose avec une hypothèse que la donnée en entrée est satisfaisante, est-ce qu'elle est bonne, mais c'est-à-dire qu'elle est cohérente par rapport à l'utilisation du modèle, et on regarde comment le modèle fonctionne avec cette hypothèse-là. Le problème de l'adéquation de la donnée pour la décision et à la fois l'adéquation et la qualité de la donnée en pratique, quand on l'utilise, se pose également. Je dirais que c'est orthogonal, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est pour vraiment être satisfait d'utilisation d'un modèle et de le mettre en production, il faut s'assurer des deux choses
que le modèle fonctionne correctement et que la donnée est satisfaisante par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport à la façon dont fonctionne le modèle. Donc, c'est un problème qu'on a, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Enfin, la donnée, même si on est en interne, c'est une donnée réelle, hein, donc on sait que la donnée réelle n'est pas parfaite. Et depuis longtemps, les équipes qui revoient les modèles réglementaires se posent ces questions sur est-ce que la qualité de données est suffisante pour faire le modèle et après pour l'utiliser au jour le jour. Donc moi, je dirais qu'on ne le traite pas finalement là. C'est une hypothèse qu'on peut dire implicite qu'on prend et qu'on essaie surtout d'expliquer comment le modèle fonctionne puisque c'est là finalement qu'il y a le moins de... C'est moins mature en fait. Sur la deuxième question qui est la force de conviction, je dirais que c'est là où finalement le premier, est-ce que ça fait ressortir des choses que le modèle n'avait pas perçues? C'est tout le but en fait de pouvoir décortiquer. Enfin, dans l'explicabilité, il y a d'abord comprendre et après il y a convaincre. Et quand on est dans c'est à peu près pour l'instant. Et d'ailleurs, est-ce que c'est exactement les mêmes choses qu'il faut utiliser? Mais dans la première phase, donc pour le data scientist, le modèle développeur et pour le modèle owner, la première chose, c'est comprendre et vraiment s'assurer que ça fonctionne comme on pense que ça... Enfin, on doit faire confiance d'un côté à l'approche qu'on veut faire, qui va faire sortir des choses qu'en tant qu'humain, on n'arrive pas à faire. Mais d'un autre côté, on veut quand même s'assurer aussi que ça suit une certaine intuition, un instinct qu'on a en tant qu'humain. Et ça fait, oui, il y a tout un cycle. Hein. Typiquement, on utilise les méthodes d'explicabilité en tant que data scientist pour regarder de manière peut-être un peu plus synthétique comment le modèle fonctionne et se poser des questions, aller vers le business, leur dire est-ce que ça vous paraît pertinent et revenir et retravailler des choses comme ça. Bon, on sait qu'après, les modèles, quand ils auront quand même des problèmes. Donc, on espère finalement que oui, ça va faire ressortir parfois des cas qui sont des exceptions. Sur la force de conviction en tant que telle, pour l'instant, je pense qu'on ne l'a pas mesuré. C'est quelque chose qui est intéressant. Et justement, les explications dépendent de qui la reçoit et à qui on doit la donner. Et c'est là où je pense que c'est vraiment, est-ce que c'est pas que le contenu, c'est la façon dont on la présente, la façon dont on interagit avec l'explication qui va la rendre plus ou moins convaincante. Et donc ça, pour moi, c'est tout un pan de recherche qui a commencé probablement, mais qui reste à faire. Enfin, je ne parle pas de chez BNP Paribas, je parle en général de comprendre ça et peut-être de le normer un peu plus pour pas qu'on tâtonne. Très bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Merci. Doa, it's your turn for your question. Yes, sorry again that I ask in English, but feel free to respond in French if you prefer. My question is about if you are using the so the project is very, very interesting, and the question if you are using the individual explainability in order to satisfy group fairness. So, and that, I guess, could help in a way for also like legal compliance. Of course, individual explanation is very, very important, and this is what, as a customer, I care about. But I wonder if you are also using that to learn more about the group fairness. And this is related to the counterfactual thing that you raised. So the way I am aware of the use of counterfactual, for example, for achieving group fairness, is asking whether we would have achieved the same result if the applicant for credit is a woman, not a man. Now, I understand that your algorithm is designed that there are factor variables that cannot be exchanged. Like I'm sure the algorithm will not recommend to a candidate to change their gender in order to get the credit, but perhaps we can learn a lot about that for the broader questions of algorithmic fairness. So is that something that is taken into account in the project? Thank you. So, thank you, Doa. So really,
So we work on bias also as a separate effort, not separate topic, because as you mentioned, it is related, but as a separate effort. So in the context of this project, we were looking at explicability so that people really understand how it works and maybe stop there. When then we look at, bias, what does it mean? How, at which step of the development of the model do we introduce bias? How? What kind of techniques exist to measure bias and to then address bias, and then again at which step of the system we have, explainability is one of the natural steps to try to observe how it behaves. Again, trying to say you need to, if you can understand how the model behaves, it might give you an idea of whether it is fair or and I'm going to stay on bias and not go into the definition of fairness, but whether there are issues in the type of variables it takes as input and it based the decision on, and the weight that they have in particular, or the output. So yes, we, and I agree with you, we could use counterfactual definitely to do that, even if on variables that shouldn't be moved on one side when you try to convince someone of what they should do, but from a group perspective they are useful as well. So I guess my answer, just to be clear, is we are using explainability technique in our analysis of bias and how to address it. Thank you for your question. Thank you. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Apparemment non. Donc je vais revenir sur la planche, la slide où vous présentez le explanations, focus, explanation methods and visualizations. Voilà. Ouais, celle-là. Donc, si je comprends bien, pour les besoins de justification de résultats locaux, il y a d'autres possibilités que counterfactual explanation. Donc, l'explication contrefactuelle n'est pas la seule possibilité. Donc, techniquement, il y a d'autres méthodes capables de supporter une justification des résultats locaux. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, du coup, alors, il y a soit les valeurs de Shapley, c'est l'influence des variables, le poids et l'influence des variables sur la décision. Donc, c'est comme au niveau global, mais au niveau local. Les counterfactuals dont on a parlé. Et Protodash, c'est toutes les techniques qui sont liées sur les exemples. On a pris cette décision parce que dans une certaine... Enfin, c'est un peu vous ressemblez à ces gens-là, et à ces gens-là, soit on a observé, soit on a pris cette décision. Donc, c'est une sorte on essaye d'expliquer par cohérence, on va dire, avec des profils similaires. D'accord, donc c'est une espèce de référence au traitement égal de personnes dans une situation égale, d'une certaine manière. Ça pourrait être interprété comme ça. Après, il faut regarder toujours un petit peu plus en détail sur est-ce que vraiment ça se translate parfaitement sur les aspects de groupe fairness. Mais oui, on cherche et justement, si on trouve des personnes qui ont un profil similaire mais une décision à l'opposé, ça va permettre de se poser une question sur la validité de la décision dans un cas ou dans l'autre. Ou alors la cohérence en général du processus de décision. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres prises de parole. Bon, on va conclure cette séance qui était passionnante. Donc, merci beaucoup aux intervenants et intervenantes. Donc, Alexis dans un premier temps, et Léa et Lingzue dans le deuxième temps. Merci beaucoup, c'était très intéressant, c'était passionnant. Donc, la prochaine séance aura lieu la semaine prochaine. Donc le 19, on aura une intervenante qui sera Doha Abou-Liennes. Donc, il nous parlera de ses travaux sur contextual fairness. Et par la suite, nous nous reverrons le 2 mars. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne journée à toutes et à tous. Merci encore. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Oui, bonne journée.
Thierry, tu nous remettras le lien du cloud dans lequel il y a les documents, s'il te plaît, parce que je crois que je l'ai perdu.